Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous sommes honorés de recevoir Madame Carole Christen, professeure des universités en histoire contemporaine à l'université Le Havre-Normandie et présidente du comité de rédaction de la revue du 19e. Elle a notamment publié en 2023 l'ouvrage À l'école du soir, l'éducation du peuple à l'ère des révolutions 1815-1870. Avant de recevoir notre invité, nous souhaitions vous présenter rapidement Jules Siegfried, une figure emblématique du réformisme social de la Troisième République. Né en 1837 à Mulhouse et mort en 1922 au Havre, Jules est issu d'une famille protestante et d'industriels. Jules Siegfried interrompt ses études après le collège pour effectuer des stages dans l'entreprise de son père Jacques, négociant en textile. Très proche de sa famille et inspiré de son père, il décide de partir à l'étranger. Jules entreprend alors une série de voyages à travers l'Europe et les États-Unis. De retour en France en 1862, il s'installe au Havre, épouse Julie Puot en 1869 et se spécialise dans le négoce du coton. Il entre alors en politique en étant d'abord premier adjoint, puis maire du Havre en 1878 et député et conseiller général de la Seine-Inférieure dans la fin des années 80. Il sera présent en politique jusqu'à la fin de sa vie où il défend une vision républicaine fondée sur l'éducation, la justice sociale et la responsabilité individuelle. Dans les années 1890, Jules Siegfried devient ministre du Commerce, de l'Industrie et des Postes où il soutient entre autres l'école laïque et gratuite en défendant une instruction accessible à tous. En résumé, Jules Siegfried est un pionnier du logement social réformateur libéral et montre son engagement dans les milieux protestants et réformateurs. Étant proche du musée social, nous le comprenons par sa devise Agir, c'est vivre. Donc nous allons pouvoir à présent accueillir notre intervenante. Bonjour Carole Christen, nous sommes honorés de vous recevoir pour ce premier épisode. Bonjour, merci beaucoup à vous de me recevoir pour ce premier épisode. Madame Christen, vous êtes professeure des universités en histoire contemporaine à l'université Le Havre-Normandie et présidente du comité de rédaction de la revue du 19e. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre formation? Alors moi, je suis un pur produit de l'université française, hein. J'ai commencé des études d'histoire après mon baccalauréat il y a maintenant plusieurs années, hein. Et j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un DUG d'histoire en 2 ans, une licence d'histoire, maîtrise d'histoire, un DEA d'histoire. J'ai passé les concours d'enseignement, CAPES, agrégation, et j'ai eu la chance d'obtenir une allocation de thèse. Et j'ai donc fait une thèse sous la direction du professeur André Guélin sur l'histoire sociale et culturelle des caisses d'épargne en France au XIXe siècle. Après ma thèse, j'ai enseigné quelques années, 4 ans, dans le secondaire, en attendant d'avoir un poste à l'université, puisque c'est donc un concours, hein, que l'on passe en fonction du profil aussi des postes qui sont publiés. Et puis après, j'ai eu un poste de maîtresse de conférence à l'université de Lille, où j'ai enseigné pendant 13 ans et parallèlement donc à mes fonctions d'enseignante-chercheur. Donc j'ai poursuivi mes recherches et je me suis lancée dans une habilitation à diriger des recherches qui est un autre diplôme, hein. C'est le diplôme que l'on passe ou pas après un doctorat pour devenir professeur des universités. Et donc j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches en janvier 2021 et j'ai eu la chance d'avoir un poste très rapidement de professeur donc à l'université du Havre où j'ai pris mes fonctions en septembre 2021. Bien, merci pour votre parcours. Vous avez publié une édition critique du journal de voyage de Jules Siegfried chez Classique Garnier, paru en septembre de cette année. Pouvez-vous présenter en quelques mots cet ouvrage? Alors cet ouvrage me tenait à cœur parce que lorsque j'ai organisé très vite après mon arrivée à l'université du Havre un colloque sur Jules Siegfried, j'ai découvert qu'il avait écrit un journal pendant une trentaine d'années, hein, de l'âge de ses 23 ans jusqu'à plus de 50 ans. Journal qui avait été déposé par un arrière-petit-fils que j'ai eu la chance de rencontrer avant qu'il décède, donc journal qui a été déposé aux Archives nationales. Et ce qui m'intéressait dans cette source assez exceptionnelle, c'est qu'il l'a écrit non pas pour qu'il soit publié. Il racontait, euh, alors c'est pas forcément tout ce qu'il faisait, mais voilà, il racontait son quotidien et en particulier ses voyages qu'il a fait jeune homme, donc dans les années 1860, au début des années 1860.
Et alors, les journaux de voyage, il y en a plusieurs qui ont été publiés, mais celui-ci avait une certaine originalité, c'est qu'il décrivait vraiment très précisément les lieux qu'il visitait, les personnes qu'il rencontrait, au quotidien, sans se soucier justement finalement de la forme que pouvait prendre son écriture. Donc d'un point de vue littéraire, c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en revanche, d'un point de vue de la précision des renseignements qu'il nous donne, c'est une source assez exceptionnelle pour l'histoire à la fois des voyages, l'histoire des lieux rencontrés, l'histoire des représentations, des stéréotypes. Et donc, je me suis lancée dans la retranscription de ce journal et dans son édition critique, à savoir que j'ai annoté et essayé d'identifier toutes les personnes qu'il rencontre, qu'il cite, les lieux. Voilà. Donc vous l'avez mentionné, mais en 2022 s'est tenu un colloque sur Jules Siegfried au Havre, qui a ensuite été publié aux éditions Garnier en 2024, sous le titre de Jules Siegfried, négociant international républicain libéral réformateur social. Qu'est-ce qui vous a intéressé en fait dans l'étude de cette figure? Alors cette figure de Jules Siegfried, je l'avais rencontrée un petit peu par hasard euh, quand j'enseignais à l'université de Lille. Dans un cours sur l'histoire urbaine de la France au XIXe siècle, je proposais à mes étudiants un texte extrait de l'unique biographie qui lui avait été consacrée jusqu'à ce livre issu du colloque, une biographie que son fils lui avait consacrée, André Siegfried. Et dans un extrait, il racontait en fait l'œuvre, l'action à la fois sociale, urbaine de son père au Havre. J'aimais bien ce texte parce que ça permettait de montrer aussi comment les villes françaises s'étaient transformées à la fin du XIXe siècle, comment l'haussmanisation parisienne était aussi arrivée en province. Et lorsque j'ai passé mon audition pour être recrutée, j'avais évoqué cette figure de Jules Siegfried et puis j'avais évoqué l'idée de travailler sur Jules Siegfried. Et puis je me suis rendu compte que il était donc décédé en 1922, donc un an après mon arrivée au Havre, ça allait être le centenaire de sa mort. Et avec un collègue, donc Antoine Savoie, qui lui aussi s'était intéressé aux réformateurs sociaux, on a eu l'idée d'organiser ce colloque parce que cette figure est pas complètement inconnue, mais en même temps pas très connue, hein. Jules Siegfried a été éclipsé par la grande figure de son fils, André Siegfried, qui est justement qui a été professeur à Sciences Po, professeur au Collège de France, académicien, qui est considéré comme l'inventeur de la sociologie électorale. Donc, c'est le fils qui avait un petit peu éclipsé le père, alors que le père est quand même à l'origine d'un certain nombre de réformes sociales importantes, comme la fondation des habitations à bon marché. Donc, et j'aime travailler sur la biographie, parce que je trouve que la biographie permet d'approcher autrement les évolutions et les transformations sociales. Donc, c'est un exercice que j'aime faire, puisque avant j'avais déjà organisé deux autres colloques qui avaient donné lieu à des publications sur des personnages comme Charles Dupin et le baron Joseph de Gérando. Donc, c'est un exercice qui me plaît, je trouve ça intéressant, cette approche biographique. Et vous le rappelez notamment dès l'introduction de l'ouvrage en parlant donc du 19e siècle, en disant que c'est un siècle riche en récits d'exploration. Comment ceux de Jules Siegfried se démarquent-ils? Et de la même manière, comment celui-ci s'inspire-t-il des récits déjà existants? Se dis- Alors, à la fois, les registres de Jussi Frigg reprennent les canons classiques des récits de voyage, c'est-à-dire l'émerveillement devant des paysages, la volonté aussi d'introspection devant justement un lever ou un coucher de soleil. Donc, on retrouve des éléments très très classiques, mais il se démarque par une certaine spontanéité qui est liée au fait qu'il n'écrit pas pour la publication. Énormément de voyageurs de cette époque euh, partent en prenant des notes et mettent en forme leurs notes pour justement publier leur récit de voyage. Le frère de Jules Siegfried,
Jacques Siegfried, hein, qui lui aussi était un grand voyageur. Et d'ailleurs, dans son journal, Jules Siegfried évoque son frère qui parfois vient le rejoindre et ils font une partie de leur voyage ensemble. Lui a publié en 1869 un récit, hein, ses récits de voyage autour du monde. Donc, il a écrit, on n'écrit pas de la même façon quand on publie un ouvrage ou quand on prend des notes, quand c'est un journal un peu intime. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée, c'est cette à la fois spontanéité, hein, dans l'écriture, cette naïveté aussi dans la description de certains lieux, de certaines personnes qu'il rencontre. Donc, et c'est ça, voilà, qui m'a intéressée dans le journal. Et puis la dimension toujours exceptionnelle, quand on est historien, historienne, l'idée de pouvoir publier une source inédite a quelque chose de très excitant, quoi. C'est le cœur de notre métier, hein, de travailler sur des sources inédites. Oui, c'est vrai. Vous l'avez mentionné, mais il est très proche tout au long de son parcours de sa famille. Il a été fortement influencé par celle-ci qui l'accompagne tout au long de sa vie. En effet, Jules Siegfried grandit à Mulhouse dans une famille commerçante, ce qui le conduit à fonder une société de négoce de coton avec son frère en 1862. Puis l'année suivante, il fonde à Bombay une maison de commerce. Comment cette proximité avec sa famille a-t-elle influencé ses écrits et ses voyages? Alors, dans ses récits de voyage, il évoque effectivement, comme vous l'avez rappelé, fréquemment sa famille. C'est un jeune homme qui part. C'est ça aussi ce qui m'intéressait, pour compléter aussi une de mes réponses précédentes, c'est ce qui m'a intéressé, c'est que on connaît le Jules Siegfried euh, mûr, assez, quoi, d'un certain âge, qui a accompli des actions. Là, il est jeune, il a 23 ans et il part, il quitte sa famille pour la première fois. Et c'était aussi ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est un autre Jules Siegfried qu'on découvre par ses voyages. Et justement, il le dit à plusieurs reprises, il a une certaine tristesse de quitter sa famille, elle lui manque, hein. Il parle fréquemment de ses frères et sœurs, de sa mère, de son père. Et euh, ces voyages, à la fois, elles doivent le former, hein. C'est pour lui sa façon aussi de prouver qu'il peut faire d'autres choses et accomplir d'autres ambitions que celles voulues peut-être par son père. Et en même temps, il va euh, avoir un véritable manque par rapport à cette famille. Et ce journal, c'est aussi sa façon de maintenir un lien. C'est comme si il a certainement aussi envoyé des lettres à sa famille, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé ces lettres. Et donc, dans son journal, il peut aussi exprimer ses sentiments à l'égard de sa famille de façon aussi très libre, puisque il n'écrit pas pour être lu, comme je l'ai dit, et il ne pense pas que ce journal va être lu par sa famille. Donc, il peut s'épancher, hein, sur ses sentiments, ses angoisses, ses peurs, ses espoirs de jeune homme, ses, euh, ses frustrations. Et ce lien avec sa famille est très très fort, en particulier même avec une de ses sœurs, hein, qui s'appelle Marie et qui se surnomme Riquette. Il y a une espèce d'affection avec les membres de sa famille qui est perceptible dans le journal, alors que Siegfried, et comme sa famille est protestant, il y a une certaine, je pense, austérité aussi, pudeur dans leur relation, qui est affranchie dans son journal. Et en particulier, il va faire quelques voyages avec sa petite sœur. Il en est très, très heureux et même très surpris que leur père autorise leur jeune sœur à partir avec lui et son frère Jacques, quoi. Ils ne reviennent pas l'un et l'autre. Et ça, il le décrit spontanément. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée. C'est à la fois une histoire classique des voyages, des découvertes, des transformations économiques, sociales, et en même temps une histoire un petit peu de l'intime de ce Jules Siegfried écrivant un journal comme tout jeune homme pouvait peut-être, pas tout jeune homme, mais comme certains jeunes hommes, et pas souvent on a l'image de la jeune fille qui écrit, on a aussi des jeunes hommes qui écrivaient un journal intime, quoi. C'est effectivement cette proximité avec sa famille qui nous a marqué. Un autre fait marquant qu'on a trouvé, c'est que Jules Siegfried va arrêter ses études à 13 ans pour devenir apprenti au sein de la maison de négoce de son père Jean-Jacques. De quelle manière ces récits traduisent cette volonté de se former autrement que par les études, grâce aux connaissances qu'il va acquérir au cours de ses périples?
Alors effectivement, Jules Siegfried, contrairement à son frère Jacques, qui lui obtient un baccalauréat assez jeune et va faire poursuivre ses études, Jules Siegfried arrête ses études très tôt car son père connaît des problèmes financiers au moment de la Révolution de 1848 et donc il ne peut pas payer des études pour son fils et donc son fils devient apprenti au sein de la maison familiale et toute sa vie. Jules Siegfried va avoir une espèce de complexe, un petit peu quand même, d'infériorité par rapport au fait qu'il n'a pas fait d'études. Et là encore, c'est le journal qui nous l'apprend. Dans aucun récit écrit officiel, on, on apprend on a d'informations sur ce complexe par rapport au fait qu'il n'a pas fait d'études, ce qui est aussi intéressant dans ce journal intime. Et même à plusieurs reprises, il dit oui, moi, certes, j'ai arrêté mes études, mais je n'aurais pas pu les poursuivre, je ne suis pas suffisamment intelligent, hein, je n'arriverai jamais de façon à accomplir des tas d'actions, hein. L'avenir va complètement le démentir quand on voit son parcours. Et pour lui, ces voyages vont lui permettre à la fois de combler certaines lacunes, tant dans sa culture générale, on le voit, il a une soif de découverte, il va visiter des musées, il décrit précisément les œuvres qu'il voit. Et donc, ce journal consigne finalement tout ce qu'il apprend par ses voyages. Alors, il parle pas trop de ses lectures. A priori, c'était peut-être pas un très grand lecteur, même si on apprend qu'il a lu Lamartine, qu'il a lu tel ou tel réformateur social anglais. Et donc, ces voyages, voilà, lui permettent d'accéder à des savoirs auxquels il n'a pas pu accéder par ses études. Et donc, ils vont jouer un rôle quand même très, très important dans sa formation. Et on sait bien que les voyages, c'est le fameux adage forme la jeunesse. Et donc, ces voyages vont le former d'une certaine façon. Et puis, d'un point de vue aussi très, très pratique, il va observer hein, les négociants qu'il rencontre, les banquiers qu'il rencontre, les industriels, et donc il va aussi apprendre sur le tas les techniques commerciales, les techniques industrielles, et donc c'est comme si voilà, il apprenait, il y a vraiment cet apprentissage sur le tas. Comment sa pensée a-t-elle été influencée par ces voyages et de quelle manière celle-ci a évolué? L'exemple anglais a été assez déterminant d'après ce qu'il écrit dans son journal et d'après ce qu'on va aussi voir de ses réalisations. Donc l'exemple anglais, le réformisme anglais va jouer un rôle assez important. C'est-à-dire qu'il va observer la façon, lorsqu'il est en Angleterre, dont les ouvriers vont vivre, travailler, comment les industriels anglais aussi vont encourager telle ou telle action sociale en faveur de leurs ouvriers. Et donc moi, je suis convaincue, et c'est aussi ce journal qui nous l'apprend, que par ses voyages, Jules Siegfried va pouvoir approfondir sa pensée sociale à l'égard justement des travailleurs et des ouvriers. Donc il a été fortement influencé, de même quand il va aller dans les Antilles, il va porter un regard alors critique et en même temps ambigu hein, dans les îles où l'esclavage est encore autorisé. Donc, ces voyages lui permettent, c'est un observateur. Il va observer justement bah, voilà, des travailleurs, observer des patrons philanthropes ou moins philanthropes. Et donc, ça va participer à sa formation, à sa pensée sociale. On voit également dans ses carnets qu'il semble être sensible à la question de l'émancipation féminine, très proche de sa mère et de sa sœur, qui l'accompagneront d'ailleurs dans certains de ses voyages. Il va notamment épouser Julie Puot de son nom de jeune fille, elle-même une féministe engagée. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette femme qu'on oublie bien trop souvent? Alors, effectivement, c'est aussi ce qui m'a le plus surpris quand j'ai lu son journal, quand j'ai lu ses journaux intimes, c'est sa pensée un petit peu féministe qui très tôt
l'anime. Dès ses premiers voyages en Angleterre, donc il a 23 ans, il est agréablement surpris, par exemple, de la façon dont en Angleterre les relations entre jeunes hommes et jeunes filles se passent. Il déplore qu'en France, les relations soient beaucoup plus guindées, moins spontanées. Donc, ce regard qu'il va porter sur les jeunes filles, on le retrouve tout au long du journal. À plusieurs reprises, il dit le plaisir qu'il a justement à échanger avec des jeunes filles et des jeunes femmes, pas du tout dans un but de séduction, juste pour justement discuter avec elles. Et quand il rencontre son épouse, celle qui va devenir son épouse quelques années plus tard, donc à l'automne 1868, pardon, ce qui va lui plaire dans cette jeune femme, qui est un peu plus jeune que lui, c'est son intelligence, sa capacité justement de réflexion, et il va l'accompagner vraiment dans toutes ses actions. Et il va aussi, et ça il le consigne dans son journal, s'appuyer aussi sur elle pour mener lui-même ses propres actions. À plusieurs reprises, on voit bien comment Julie Siegfried a joué un rôle essentiel pour Jules Siegfried. Et c'est le journal aussi qui nous l'apprend, hein, à plusieurs reprises. Il précise comment, sans euh, Julie, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. À chaque fois, en fait, il lui demande conseil. Il est tout à fait admiratif. Et là, on retrouve aussi son complexe que j'ai évoqué tout à l'heure concernant son regret de ne pas avoir fait des études. Il se sent toujours un peu moins intelligent finalement que sa femme. Lui, il dit, moi, je suis un homme d'action. Elle, c'est une femme d'esprit. Et donc, il la sollicite. Et c'est un homme féministe au sens où il va, comme je vous le disais, appuyer les actions de sa femme, que ce soit les actions sociales, les actions féministes, et il va faire partie, hein, de ceux qui vont souhaiter, au lendemain de la Première Guerre mondiale, que les femmes aient le droit de vote, hein. Il va déposer un projet de loi pour le droit de vote des femmes, qui va être voté par l'Assemblée nationale, mais qui va être repoussé par le Sénat. Et comme vous le savez, il faudra attendre après 1944 pour que les femmes aient le droit de vote. Et donc, cette dimension féministe de Jules Siegfried est très liée au rapport qu'il a avec sa femme. C'est un homme aussi amoureux, hein, et c'est aussi intéressant de le voir dans son journal, hein. Il ne tarit pas d'éloges de sa femme. Euh, il est toujours très inquiet pour ce qui pourrait lui arriver. Et cette dimension-là, elle est peu connue, puisque le Jules Siegfried apparaît comme plutôt quelqu'un comme austère, hein. C'est voilà, l'homme politique, le réformateur social protestant, hein, même dans les images, hein, dans l'iconographie qu'il représente, hein, on a du mal à le voir comme un homme très, très attentionné, très amoureux, très inquiet, mais pourtant il l'est, comme il l'écrit dans son journal. Donc, Julie Siegfried va s'engager dans l'action sociale au Havre, hein, quand son mari, Jules Siegfried, devient maire. Donc, Jules Siegfried devient maire du Havre en 1878. Et donc, elle va s'engager dans les actions sociales. Et puis, surtout, elle va faire partie, hein, des femmes qui vont fonder en 1901, c'est une des principales fondatrices du Conseil national des femmes françaises, dont elle deviendra aussi présidente en 1913. Et lors de la Première Guerre mondiale, elle joue aussi un rôle essentiel dans la prise en charge des enfants réfugiés et des familles réfugiées dans leur ensemble. Et elle va fonder aussi d'autres associations sociales quand Jules Siegfried et elle emménageront à Paris quand il était, lui, député en 1886. Oui, donc c'est important quand même de rappeler aussi la place qu'elle a eue. Et symboliquement, donc, ils sont morts à 3 4 mois d'intervalle, quoi. Elle décède en mai 1922 et lui en septembre 1922. C'est vraiment un couple de protestants fusionnels, hein, comme je l'ai souligné dans les deux ouvrages que j'ai consacrés à Jules Siegfried. Et ce décès de Jules Siegfried quelques mois après sa femme, euh, et il est mort de vieillesse, il n'est pas mort de maladie, donc comme si justement là, il ne pouvait plus vivre sans elle, quoi. Symboliquement, c'est aussi assez fort, je trouve.
Ce qui m'a intéressé aussi d'organiser ce colloque, c'était le centenaire donc, du décès de Jules Siegfried, mais aussi de Julie Siegfried. Et donc, je voulais vraiment que le colloque parle aussi beaucoup de Julie Siegfried. Et on a eu plusieurs communications importantes sur Julie Siegfried, son rôle dans l'action sociale, l'action éducative, hein, je ne l'ai pas aussi rappelé, mais Jules et Julie Siegfried, hein, tous les deux étaient très engagés dans les actions éducatives et ont développé l'un et l'autre les écoles en faveur des garçons, mais aussi des filles, hein. Un des premiers lycées de France a été fondé au Havre et inauguré donc, en 1885 par Jules Siegfried. Et Julie Siegfried a aussi œuvré au développement de la formation aussi professionnelle des jeunes filles au Havre. Ces carnets de voyage sont organisés en 3 volumes. Le premier est dédié à son séjour en Angleterre en 1860, le deuxième à ses découvertes des Antilles et de l'Espagne en 1862. Quant au troisième, il relate de ses voyages allant de décembre 1862 à avril 1866, visitant les Indes anglaises, l'Égypte, la Turquie, le Danube, la Suisse, Berlin, l'Angleterre et l'Italie. Qu'est-ce qui semble l'avoir le plus marqué dans ces voyages? Traite-t-il différemment les lieux visités en fonction d'éventuels préjugés? Alors, c'est une vaste question. Qu'est-ce qui l'a plus marqué dans ses voyages? C'est les mœurs un petit peu différentes hein, des populations qu'il a pu rencontrer. Donc, bah voilà, c'est un homme des années 1860 hein, qui est pétri de stéréotypes, hein, en particulier de stéréotypes. Il a une vision très ethnographique, hein, une vision raciale hein, des populations, donc qu'on appellerait aujourd'hui raciste, mais voilà, c'est un. Alors à la fois, il porte un regard racialisé et en même temps, il dénonce aussi le traitement qui est fait par certains colonisateurs. Donc il est assez ambigu à l'égard des populations qu'il rencontre. Quand il va même alors, en Espagne, il est aussi très critique à l'égard des Espagnols. Donc il est plein de stéréotypes. Il est admiratif en revanche du peuple anglais. Donc oui, il porte des jugements, hein, parfois complètement à l'emporte-pièce, mais c'est ça aussi, c'est intéressant, c'est de voir comment, avec une certaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, spontanéité, voire naïveté, il va décrire précisément les peuples qu'il rencontre, leurs mœurs, euh, leurs vêtements, leur physique. Il va se montrer parfois choqué par certaines tenues de jeunes femmes par l'absence de culture de certaines femmes. Par exemple, les femmes créoles, il est très critique. Il trouve que voilà, elles ne pensent qu'à leur tenue, qu'au paraître, et qu'elles n'ont pas suffisamment d'instruction. Là encore, hein, pour revenir à ce qu'on disait sur cette conception assez féministe des rapports sociaux et cette volonté d'émancipation féminine, hein, il reproche à certaines femmes qu'il rencontre dans tel ou tel pays leur manque d'instruction, leur manque de culture. Donc pour lui, c'est très important. Il établit une espèce d'échelle des valeurs en fonction de certains préjugés, hein. Comme je l'ai dit, il est très critique à l'égard des Espagnols, alors qu'il est très admiratif des Anglais. Il a une conception euh, hiérarchique, on va dire, des civilisations, certaines civilisations étant, selon lui, plus avancées que d'autres, hein. On est dans un darwinisme. Il porte un regard incontestablement de l'homme de son siècle, empreint de darwinisme, hein. Et je me demandais, pour retourner un petit peu la question, est-ce que vous, il y a un aspect qui vous a particulièrement marqué dans la lecture de son journal? Bah, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de façon générale dans son journal, c'est moi ce que j'ai aimé, c'est ce qu'il dit sur ses rapports et sur sa conception aussi par rapport aux femmes, quoi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ce qui m'a le plus surpris, hein. Oui, un certain, c'est le Jules Siegfried finalement assez féministe pour son époque, et bien même avant qu'il rencontre Julie Siegfried, parce que même si il va à plusieurs reprises dire que sa femme l'a beaucoup influencé, a joué un rôle essentiel pour lui,
avant même qu'il la rencontre, hein, on voit bien qu'il a une conception des rapports sociaux assez, assez avant-gardiste finalement pour l'époque, quoi. Et il est pour l'émancipation féminine, pour une certaine égalité, hein. Alors, toute proportion gardée, c'est un féminisme bien évidemment bourgeois, mais il a cette dimension pour lui, on peut discuter avec une jeune femme comme avec un jeune homme sans penser à une quelconque séduction. Et surtout, donc justement, bien avant qu'il rencontre sa femme, il insiste sur la nécessité d'un mariage d'amour, que les couples doivent se former par amour pour pouvoir former aussi une famille harmonieuse. Sans amour, il n'y a pas de famille harmonieuse. Donc, il a une dimension, c'est un petit peu un Jules Siegfried romantique que j'ai aussi découvert dans le journal, ce qui m'a le plus surpris. Et ce qui m'a aussi surpris dans le journal, c'est sa soif, sa curiosité, sa soif de découverte, de curiosité. Et bah, ce qui m'a le plus surpris au sens là plutôt désagréable, c'est effectivement tous les stéréotypes qu'il peut véhiculer. Mais il a un regard très très ambigu. C'est à la fois, il est, oui voilà, il établit une espèce de hiérarchie, hein, entre les populations, hein, et en même temps, il est choqué qu'on puisse traiter tel ou tel peuple de cette façon. Il est quand même ambigu. Mais le fait aussi que ses écrits n'avaient pas vocation à être publiés font que il va se livrer davantage sans penser à la manière dont il va tourner ses phrases. Et donc il se montre parfois très critique à l'égard de ses contemporains. Et il va aussi sembler accorder une place importante à la religion dans sa vie. Il est notamment issu d'une famille protestante, il déclare lire la Bible tous les jours. Comment sa foi et ses émotions personnelles vont influencer son jugement dans ses écrits? Effectivement, hein, Jules Siegfried est un fervent protestant, hein. Il lit la Bible tous les jours, il va fréquemment au temple, il prie, il remercie Dieu de tous les bienfaits que la vie a pu lui donner. Et alors, c'est son protestantisme va lui donner un regard parfois très compatissant. Je pense, c'est-à-dire que les critiques qu'il va faire justement sur l'esclavage, sur la condition sociale de certains ouvriers en Angleterre, et il me semble très influencé par sa foi. Euh, il trouve terrible que certains hommes et certaines femmes puissent vivre dans des conditions si désastreuse, puisse avoir une vie si difficile. Et ça, il le dit à plusieurs reprises. Il mesure, entre guillemets, la chance qu'il a d'être bien né et d'avoir fait fortune. Et tous les jours, il remercie Dieu de cette fortune. Et donc, sa foi protestante a incontestablement influencé, hein, le regard et ses actions, hein. Et sa rencontre aussi avec sa femme va approfondir encore plus sa foi, puisque elle aussi était une fervente protestante qui, et ils vont souvent échanger, discuter, hein, de cette foi. Et d'ailleurs, pour lui, tout ce qu'il va faire tout au long de sa vie, c'est par amour de Dieu, par amour des hommes aussi, mais c'est vraiment sa foi, hein, qui va guider ses actions. Les récits de Jules Siegfried rendent compte de ses observations au cours de ses séjours. Il mentionne par exemple sa visite dans une mine de houille à Londres, où il déplore la pénibilité du travail des mineurs et leurs conditions de vie. Plus tard, Jules Siegfried entame une carrière politique. Il occupe notamment les postes de maire du Havre, de député, de sénateur et de ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies. Comment ces voyages ont-ils influencé sa trajectoire politique et ses réformes sociales? Au début de son journal, comme je l'ai dit, il va pré- justifier ses voyages par son besoin de formation et d'éducation, tout en affirmant que son absence d'instruction ne lui permettra pas de mener des grandes actions, de s'investir dans tel ou tel domaine. Et puis finalement, bah, l'histoire montre bien que
Au contraire, il a occupé une place importante aussi bien au niveau local, comme vous l'avez rappelé, en étant maire du Havre, qu'au niveau national, en étant député pendant près de 40 ans et bref, ministre du Commerce et des Colonies. Et donc, il va par les observations qu'il va faire et constatant entre autres les inégalités aussi sociales, euh, ces voyages vont lui donner, moi il me semble, hein, incontestablement l'envie de s'investir dans l'action sociale. C'est en constatant entre autres ces inégalités sociales à travers ces voyages qu'il va faire dans sa jeunesse, qu'il va avoir envie de mener certaines actions sociales. Donc c'est comme ça que ces voyages ont pu influencer ses réformes sociales. Quant à sa trajectoire politique, là encore, son engagement dans la République, c'est lié à cette volonté d'action sociale, hein. Au départ, Jules Siegfried n'est pas du tout un fervent républicain, hein. Il est plutôt favorable à l'ordre. Il est issu d'une famille plutôt monarchiste, mais il va se rendre compte que les idées républicaines sont celles qui sont les plus adaptées pour permettre une amélioration de la société et transformer les rapports sociaux sans non plus remettre en cause complètement la hiérarchie sociale qui, selon lui, est voulue par Dieu. Justement, là, on retrouve sa foi protestante et cette volonté quand même de conserver la place que chacun doit avoir dans la société. Mais il y a vraiment cette volonté d'améliorer quand même les rapports sociaux. Je souhaite quand même revenir sur cette figure ambiguë de Jules Siegfried qui, au cours de ses expéditions, on va voir qu'il va observer les sociétés coloniales comme les Antilles, il va dénoncer les conditions de travail des esclaves, mais il reste centré sur les questions économiques, ce qui entre parfois en contradiction avec ses idéaux sociaux. Comment interpréter ces contradictions et ce paradoxe? Alors, effectivement, Jules Siegfried bah, est opposé et contre l'esclavage d'un point de vue social, d'un point de vue humaniste. Mais en même temps, et là vous avez pointé quelque chose d'important, c'est que d'un point de vue économique, il trouve que l'esclavage permettait aussi un enrichissement. Et cette contradiction dans l'interprétation qu'il fait de l'esclavage, et celle, il y a à la fois voilà, l'industriel, le négociant et l'humaniste. Et cette ambiguïté de Jules Siegfried dans l'analyse qu'il fait de l'esclavage et de son abolition qu'il trouve nécessaire, hein, incontestablement, il est contre l'esclavage et en même temps, il trouve qu'elle s'est faite trop rapidement et donc au détriment des intérêts des esclavagistes. Donc cette ambiguïté, finalement, on va le retrouver dans d'autres domaines de Jules Siegfried tout au long un petit peu de sa carrière, quoi. C'est à la fois concilier des idéaux humanistes et en même temps conserver des intérêts capitalistes, quoi. Donc dans l'introduction de l'ouvrage, vous dites que Jules Siegfried est un acteur majeur de l'impérialisme informel français. Qu'entendez-vous par là? Alors, ce qu'on appelle l'impérialisme pardon, informel, c'est comment justement des négociants, des patrons, des industriels ont pu progressivement euh, mettre en place une domination économique bien avant que se développe la forte colonisation de la fin du 19e siècle. C'est l'historien David Todd hein, qui a consacré un très bel ouvrage, hein, cet impérialisme informel qui se met en place dès le début du 19e siècle et plus encore dans les années 1860. Et donc Jules Siegfried, en allant ouvrir en Inde des comptoirs commerciaux, en allant ouvrir en Inde une maison de négoce de coton, il participe à cette mainmise de l'Europe sur une partie du monde au bénéfice de l'Europe. Et donc,
cet impérialisme informel, c'est tout simplement justement une espèce de colonisation économique, entre guillemets, bien avant la colonisation politique et par la conquête qui va avoir lieu à la fin, en particulier, du 19e siècle. Donc c'est comme ça que, pour moi, je montre que Jules Siegfried participe à cet impérialisme informel. C'est en particulier par la fondation de la maison de négoce à Bombay, en Inde, avec son frère, justement, en 1863. Il me semble que c'est une vision qui est aussi visible, notamment, je crois, dans son voyage en Égypte, non? Alors, lorsqu'il va visiter l'Égypte, il va, par exemple, alors là, il écrit très clairement dans son journal, il va émettre le souhait que la France, hein, colonise l'Égypte, parce que il trouve qu'il y aurait plus intérêt même qu'à coloniser l'Algérie ou certains territoires d'Afrique du Sud ou du continent africain ou en Asie. Et il le dit clairement parce qu'il trouve que la civilisation égyptienne aussi est plus conforme avec certaines visions qu'il peut avoir et que pourraient avoir les Français. Et donc, il va effectivement clairement, hein, exprimer sa volonté de voir la colonisation de l'Égypte par la France. Et là, en plus, on retrouve cette euh, ouais, compétition qu'il peut y avoir entre la France et la Grande-Bretagne. Et donc, cette volonté de contrôler le territoire égyptien par les Français plutôt que par les Anglais, hein. Jules Siegfried, d'ailleurs, il se prône pas comme un opposant au modèle anglais. En fait, il va juste être un admirateur de ce modèle. Il va notamment préconiser l'apprentissage de l'anglais, qui pour lui représente une ouverture internationale, une évolution dans les échanges économiques. Et donc ça peut rentrer aussi dans le fait que le 19e siècle soit marqué par les découvertes, les innovations, l'ouverture au monde. De quelle manière les écrits de Jules Siegfried vont s'inscrire dans les dynamiques de ce siècle? Alors, effectivement, Jules Siegfried incarne complètement cette notion de progrès, de modernité, hein, du 19e siècle. Et on le voit vraiment bien dans le journal, c'est-à-dire que il est tourné vers l'avenir, il est tourné il est très admiratif, hein, du progrès industriel. Quand il va en Grande-Bretagne, qu'il va visiter euh, les manufactures anglaises, quand il va visiter le chantier naval à Liverpool, il admire, hein, le progrès industriel et il le décrit dans son journal. Et l'anglais, l'apprentissage de l'anglais, pour lui, est essentiel parce que justement, c'est la langue des échanges, c'est la langue du négoce, du commerce international. Et finalement, on voit bien par le journal de Jules Fried, et c'est aussi ça qui m'a intéressé, c'est comment la mondialisation, hein, se met en place à cette époque-là, hein, cette mondialisation et donc cette mainmise aussi de l'Europe sur toute une partie du monde au profit du développement économique de l'Europe. On le voit se met en place, on le voit vraiment dans les écrits de Jules Siegfried. Et son journal montre bien toutes les transformations, hein, sociales, économiques, industrielles, financières de l'Europe. Il les décrit précisément dans le journal. Par ce journal, on a une vision, alors la vision de Jules Siegfried, mais qui est celle de, il est représentatif, hein, justement, de ces hommes du 19e siècle qui croyaient dans le progrès, dans la modernité, qui euh, pensaient transformer aussi le monde. Et ça, on le lit bien, on le voit bien, hein, dans le journal de Jules Siegfried. C'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressé dans ce document. Oui, on voit notamment à un moment qui déplore le fait qu'on continue à enseigner le latin et le grec à la place de l'anglais. Donc ça montre finalement qu'il incarne cette innovation, cette envie d'aller vers un monde nouveau Ah chez oui, nous. oui, complètement. Et d'ailleurs, avec son frère Jacques, Jacques Siegfried, avec qui il voyage, comme je l'ai dit, parfois, et Jacques Siegfried, de son côté, va faire aussi énormément de voyages, puisqu'il va même publier, comme je l'ai dit, ses récits de voyage autour du monde. Ils vont fonder, alors tout d'abord à Mulhouse, hein, une école supérieure de commerce,
où l'anglais sera une des principales matières à y être enseignée. Et lors de la guerre franco-prussienne et donc de l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, l'école de commerce supérieur qui avait été fondée à Mulhouse va être transférée à Lyon, et ils vont aussi en fonder une au Havre au début de l'année 1871. Et là encore, l'apprentissage de l'anglais va être au cœur des enseignements parce que l'anglais est la langue des échanges. Et c'est l'idée de former des futurs négociants qui vont permettre le développement économique de la France, alors que bah, le latin, le grec sont, entre guillemets, des langues mortes, et il n'y voit pas l'utilité. Et puis, comme je l'ai dit, lui, c'est pas un homme qui a fait justement des études et qui n'a pas cette culture il n'a pas une culture humaniste, une culture classique, en fait. Il a pas fait, il n'a pas appris les humanités. Donc, il est vraiment tourné vers l'avenir, vers le progrès, et l'anglais incarne ce progrès. Anglais qui va apprendre aussi un petit peu sur le tas. Il va prendre des cours d'anglais et dès qu'il arrive en Angleterre lors de son premier voyage en février 1860. Et ensuite, il va aussi apprendre l'espagnol quand il va se rendre en Espagne. Et ce qui montre aussi l'importance qu'il attache justement aux langues étrangères et à la nécessité de pouvoir échanger aussi avec les populations locales qu'il rencontre. D'un point de vue méthodologique, on sait qu'il manque une partie des sources donc de ces récits, comme la perte de la partie sur ses voyages aux États-Unis. Que pouvons-nous dire en fait de ce manque de sources? Alors, effectivement, c'est bien dommage qu'il manque le volume concernant son voyage aux États-Unis. Donc, voyage aux États-Unis qu'il a fait d'août 1861 à janvier 1862. Donc, il manque 5 mois de ce récit, puisque le volume sur son voyage aux Antilles commence par son départ du port de New York en janvier 1862, où il décrit précisément justement son départ. C'est un moque important, et les quelques éléments concernant son voyage aux États-Unis, on les a grâce à cette biographie que son fils lui a consacrée, qui a été publiée en 1942 une première fois, et puis en 1946. Bah, c'est le travail, quoi. Faire de l'histoire, c'est aussi travailler avec les manques, les blancs. D'un point de vue méthodologique, bah, on fait avec, hein. Et heureusement que j'ai retrouvé une liste de passagers qui prouve bien que Jules Siegfried est allé aux États-Unis. Bah, j'avais aucun doute, je savais qu'il était allé aux États-Unis parce que, comme je vous l'ai dit, son voyage aux Antilles s'ouvre par son départ du port de New York. Et puis, quand même, son fils, même si on peut douter parfois du biais hagiographique, et donc des informations qui sont données dans la biographie que son fils lui a consacrée, il n'y avait pas de doute qu'il était bien allé aux États-Unis. Mais cette liste de passagers m'a permis de dater précisément son arrivée aux États-Unis. Donc, c'est la seule information finalement concrète que j'ai de son arrivée aux États-Unis. Et peut-être qu'un jour, on retrouvera ce récit, mais j'ai bien peur que non, puisque déjà une partie du journal, j'ai oublié de le préciser, n'a pas été versée aux Archives nationales. En revanche, les récits de voyage là, que je publie ont entièrement été versés aux Archives nationales, mais certains volumes du journal sont encore dans la famille, mais pour le moment, on ne les retrouve plus. Mais j'avais réussi à avoir une photocopie par un autre chercheur. Bref, c'est les aléas des historiens et des historiennes de travailler sur des sources qui peuvent être lacunaires et incomplètes. Donc pour terminer, notre podcast s'adresse en majeure partie à des étudiants et donc on souhaitait vous demander si vous aviez des conseils à donner à un historien débutant. Bah, de travailler sur un sujet qui lui plaît, c'est très très important, hein. Vraiment, il faut, avant de se lancer dans un travail historique, il faut choisir un sujet qu'on aime. Et si on se lance dans un travail de recherche
dans une thèse, par exemple, l'encadrement aussi, c'est-à-dire le directeur ou la directrice avec qui, on va, faire sa thèse est important et savoir aussi, croiser ses sources, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, se lancer dans un travail historique, sans, croiser, des sources, hein, comme je viens de le dire. Là, moi, j'ai travaillé sur le récit de voyage de Jules Siegfried, mais j'ai bien sûr complété, hein, ce récit de voyage par d'autres sources, hein, pour d'une part vérifier, certaines informations, mais aussi, bah, pour avoir d'autres approches et donc le conseil que je donnerais à un historien débutant, c'est, bah, voilà, de choisir un sujet qu'il aime et de vérifier, que, le corpus de sources est suffisant pour lui permettre, de mener à bien, un travail de recherche, de grande ampleur. Ben, on vous remercie pour ces conseils et on vous remercie évidemment pour cette intervention qui nous a plongé dans l'univers de Jules Siegfried et de ses voyages. Et on remercie aussi nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. En espérant que ça vous ait plu, puisque ça a permis aussi de révéler une part de Jules Siegfried qui était méconnue, que ce soit son intention pour les femmes ou encore eh bien, son côté, enfin, l'homme derrière finalement la figure, puisqu'on a vu que son récit révèle beaucoup de ses émotions et de sa jeunesse. Donc merci encore pour cette intervention.